On va donc parler de ce changement climatique et de la ville de demain avec vous, François Garret, maire des Mureaux dans les Yvelines. C'est vrai que vous étiez avec nous tout à l'heure pour parler d'inondation. Et là, maintenant, pour parler de la ville de demain, ces villes qui se transforment, ça va ensemble, hein, finalement, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est qu'on pense la ville de demain avec, en essayant de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Vous, c'est le quartier Molière qui a été particulièrement intéressant. Parlez-nous de ce quartier Molière. Écoutez, moi je faisais partie d'un troisième projet de rénovation urbaine qui était un projet de l'ordre de 408 millions d'euros dans lequel j'ai déconstruit, je ne vais pas dire démoli parce que j'aime pas le terme démolir, nous avons déconstruit plus de 900 logements et par contre on a essayé de faire de l'habitat bas. On a fait réapparaître aussi l'eau, notamment, il y avait un rue, etc. D'un autre côté, on a recréé aussi tous des espaces de nature, un peu partout, des parcs notamment. On a travaillé aussi sur les aires de jeu, sur les aires sportives, car je crois que, bien évidemment, là, quand on habite quelque part, il n'y a pas uniquement la fonction habiter au sens je suis pour coucher ou dormir là. C'est aussi tout ce qui vous entoure, tout ce qui nous entoure. Et il est important qu'il y ait un ensemble des espaces de telle façon à ce que vous vous sentiez bien. Alors c'est là-dessus qu'on a travaillé, mais on a travaillé aussi, on a créé ce qu'on appelle le pôle Molière. Alors le pôle Molière, c'est un grand équipement dans lequel on a regroupé à la fois des écoles primaires, des écoles maternelles, un pôle, par exemple, une salle de gymnastique, on a appelé aussi le pôle du numérique, et c'est tout un ensemble. Mais pourquoi on a fait cela ? C'est qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, en France, on travaillait par segment d'activité. Par exemple, une école primaire, jamais on y rentrait en dehors du temps de l'école. Et quand vous prenez une école primaire aujourd'hui, une école en général en France, c'est jamais que 850 heures par an sur 150 jours. Ça veut dire que là, vous avez donné une autre mission pour les heures qui ne sont habituellement pas occupées. C'est assez simple aujourd'hui, une cour d'école maternelle. C'est dommage quand même si elle n'est ouverte que 150 jours par an quand les enfants sont à l'école. Et évidemment, 850 heures. Quand on regarde qu'on est à peu près 4500 à 5500 heures debout, c'est quand même un problème. Donc volontairement aussi, aujourd'hui on s'est battu, on se bat pour que ce soit multi-activité et non mono-activité. De la même façon, on a un gymnase qu'on a pu transformer en salle de spectacle en 6 heures, comme la remettre le lendemain pour éventuellement le basket. Vraiment, cette notion de multi-activité, de multitâche est importante. Ce matin, par exemple, j'étais en train de visiter dans un quartier, justement des logements sociaux. Ils ont créé ce qu'on appelle une bricothèque, dans lequel il y a la notion de mutualisation éventuellement des outils. Et si vous voulez, cette notion de mutualisation des salles, de mutualisation éventuellement partagée, c'est important quand on est dans un quartier. Et dans ce quartier, on a aussi remis tout un ensemble d'équipements. Par exemple, on a un peu plus loin une maison de santé dans laquelle il y a tout un ensemble de praticiens, que ce soit des médecins, que ce soit des psychothérapeutes, des kinésithérapeutes, parce qu'à un moment donné, quand on habite quelque part, il faut se sentir aussi qu'il y a une vie autour de soi. Il n'y a pas qu'une vie uniquement de transport en commun, mais c'est une vie, et notamment une vie 7 jours sur 7. Combien de temps a pris ce projet à mettre en place ? Alors écoutez, moi j'ai été élu en 2001, donc maintenant ça fait 20 ans, donc c'est vrai que c'est beaucoup, 20 ans. Vous avez le temps au moins de suivre les projets, justement l'évolution. Il y a eu quand même, au départ, on a fait ce qu'on appelle un schéma de cohérence urbaine, alors c'est un grand mot, mais un schéma de cohérence urbaine permet d'avoir une ligne directrice sur ce que l'on veut. Alors dans cette ligne directrice du schéma de cohérence urbaine, nous avions placé le retour de la nature, je dirais, au milieu des quartiers. C'est comme ça qu'on a planté plus de 3000 arbres en l'espace d'une quinzaine d'années. C'est comme cela aussi, justement, ce fameux russe qu'on appelait était busé. On l'a fait réapparaître. On a remis éventuellement, on retrouve des grenouilles, etc. dedans. Et si vous voulez, ça a mis même presque 10 à 15 ans. Aujourd'hui, des projets comme cela, faut pas se leurrer. Là, il y a un plan de rénovation de niveau 2. Quand Jean-Louis Borloo a décidé cela, c'était dans les années 2004-2005. Le plan de rénovation de niveau 1, on vient seulement de le terminer, quoi. Alors, ça demande du temps. Mais par contre, ce qui est important, c'est que ce temps, il faut savoir l'utiliser pour éventuellement amener justement les populations à un intérêt par rapport à ce que vous faites. Parce qu'on est dans une société du temps réflexe et non du temps réflexion. On est dans une société de l'instantané. L'immédiat. Aujourd'hui, si vous me posez une question, si je ne suis pas capable de répondre à votre question, vous verrez, il n'est pas terrible. Et ça, c'est un vrai sujet, la notion du temps.
La notion du temps, quand on veut, c'est vrai que quand on a expliqué en 2001, 2002, 2003 qu'on allait déconstruire 900 logements, qu'il allait falloir reloger les personnes et reloger des... Aujourd'hui, ça demande, par exemple, un immeuble de 100 habitations, c'est 3 à 5 ans. 3 à 5 ans. Donc ça veut dire que quand vous dites je fais une déconstruction, ça dure sur 5 ans. Donc, le chantier du relogement est plus compliqué que le chantier lui-même. Et le chantier du relogement est plus compliqué. Pourquoi? C'est normal. Quand vous avez vécu une partie de votre vie, une partie avec des voisins, une partie avec des enfants, vos enfants sont allés à l'école, etc., c'est difficile de dire demain tu vas déménager, quoi. Et donc c'est vrai qu'on perd son histoire. Et c'est comment démontrer qu'à la fois il faut perdre une partie de son histoire, mais il faut se reconstruire ailleurs, mais par contre aussi c'est comment on va avoir à mieux vivre. Et ça c'est difficile parce que le temps de la construction c'est long, le temps. Le temps de la construction, par exemple, des espaces de nature, ça demande un certain temps avant que les arbres aient poussé, etc. Donc ça, c'est quelque chose. Mais par contre, quand vous faites adhérer les gens, ils comprennent. Un exemple, aujourd'hui, ce qu'on appelle le pôle Molière, qui est un pôle reconnu nationalement, là, on peut y pratiquer du théâtre. Là, par exemple, moi, j'ai tout un ensemble de personnes du Maghreb, des personnes retraitées. On leur a fait des salles de jeu où ils peuvent jouer aux cartes, etc. D'un autre côté, on a fait des systèmes d'éloquence. On a travaillé sur un restaurant scolaire qui peut se transformer en salle de spectacle, qui peut se transformer dans les salles de spectacle en 1 heure. Donc c'est un pôle qui est au milieu justement d'un quartier. Est-ce que cela a amené plus d'attractivité dans votre commune des Mureaux? Est-ce que vous sentez déjà que ce projet qui a, vous l'avez dit, plus de 15 ans à peu près, commence déjà à attirer du monde, qu'il y a une demande face à cela? Déjà, vous avez gagné quand des personnes d'autres quartiers viennent dans le quartier. Là, c'est important. Alors, c'est aussi, il faut créer de l'activité de telle façon à ce que certains aient intérêt à y venir. Par exemple, quand je vous parle, on va faire un grand festival du film francophone en tant que tel, mais il y aura bien évidemment des projections qui se feront dans le quartier. De la même façon, quand on vous crée un concours d'éloquence, c'est un concours d'éloquence au lycée qui n'est pas uniquement pour les habitants du quartier. Donc ça, c'est quelque chose où vous gagnez quand à un moment donné, éventuellement, il y a des habitants qui arrivent. Alors quelque chose aussi, il y a une idée reçue. Moi souvent j'entends parler des politiques, j'en connais pas mal, qui parlent de mixité sociale. À un moment donné, la mixité sociale ne sera pas par l'habitat. Là c'est faux. La mixité sociale par contre peut se faire par des lieux d'activité, des lieux culturels. Ce type de projet. Après, culturel, sportif ou autre. Et éventuellement même sur de l'activité économique. Mais c'est quelque chose où il faut d'abord passer par cette mixité pour arriver à l'autre mixité. Est-ce que vous pensez que cette opération que vous avez menée depuis plusieurs années vous a amené à être la base arrière des Jeux Olympiques parisiens en 2024 vous serez la base arrière pour le handball, la boxe, la breakdance? Alors pourquoi nous sommes base arrière? C'est que déjà on a une tradition des Jeux Olympiques. Nous sommes le seul lieu qui reste de 1924 intégralement. Parce qu'on avait des épreuves de voile au bord de la Seine. Alors pourquoi on avait des épreuves de voile au bord de la Seine? C'est qu'en 1898, le baron de Coubertin avait demandé, on est le long de la Seine, on a un plan d'eau, et avait demandé justement à l'association de bâtir un règlement. Et donc les premiers Jeux Olympiques de Paris en 1900, la voile a été faite au Havre. Et en 1920, quand il a été redemandé de retravailler justement par rapport au règlement de la voile, et en 1924, on a été épreuve technique de voile. Ça ne sera pas le cas pour les prochains? Non, ça ne sera pas le cas, ça sera à Marseille. Mais par contre, 100 ans après, on est en train de travailler tout un projet avec Paris et Le Havre par rapport à la Seine, par rapport aux 150 ans de l'impressionnisme, parce que n'oublions pas que l'impressionnisme a été très forte sur la Seine, sur les voiliers, etc. Oui. Et donc il est évident qu'on utilise cela, notamment aussi, et ça rejoint un peu, je dirais pourquoi on va être base arrière, c'est qu'aussi on a des traditions. Par exemple, c'est chez nous qu'a été créé le triathlon en France. Donc moi-même j'en faisais partie, on a créé la fédération de triathlon, le CONADE, etc. Là en ce moment on est plein pot sur le breakdance. Hier j'avais l'équipe de France de breakdance et on va être centre référent national du breakdance avec Dunkerque. Donc c'est important parce que quand je parle du breakdance, le hip-hop, le breakdance, alors je suis pas un danseur de breakdance, je suis pas un danseur de hip-hop. Bon, moi je suis plus on va me dire, tu es plus un valseur ou un slowman en tant que tel. Mais c'est vrai que le breakdance, on a toute une population et des populations qui sont intéressées. Donc on sera base arrière, on sera héritage Jeux Olympiques. Mais par contre, ce qu'on veut, et c'est une discussion que j'ai eue par exemple avec Catherine Pégard du Château de Versailles, parce qu'on est passé des accords avec le Château de Versailles. Par exemple, tous les lundis,
j'ai 20 jeunes des Mureaux qui vont au château de Versailles découvrir les métiers du château. Parce qu'on a un château aux Mureaux, plus petit que le château de Versailles, plus petit quand même en tant que tel. Mais par contre, dans ce château, on apprend les métiers et éventuellement, comme par exemple peintre sur or, éventuellement aussi tout ce qui est, je veux dire, la marqueterie, etc. Et c'est pas neutre. Et alors aujourd'hui, ce que me disait Catherine Pégard, c'est pas le tout que les Jeux Olympiques aient lieu en France, c'est savoir les utiliser intelligemment. Par exemple, elle me disait, eux, ils vont avoir les épreuves d'équitation. Ben, si on a des épreuves d'équitation, il faut travailler autour des métiers de l'équitation. Oui. Nous, on va travailler justement sur la voile. Il faut travailler sur tous les métiers de la voile. Et quand on pense aujourd'hui à la Seine qu'on n'utilise plus, bien évidemment, il faut peut-être relancer des activités de tourisme, mais aussi des activités de transport et de déplacement. Bon, les Jeux Olympiques, évidemment, ça représente toujours la ville de demain parce qu'on met en place des infrastructures très modernes en général pour les accueillir, même quand on est base arrière. J'aimerais revenir sur ce que vous avez fait sur ce quartier Molière. Qu'est-ce qui va être la suite? Les 15 prochaines années, du coup, vont ressembler à quoi? Qu'est-ce qui est dans les tuyaux? Alors, si vous voulez, pour les 15 prochaines années, déjà, premièrement, il y a eu un quartier d'entrée de la ville dans lequel la rénovation urbaine n'a pas eu lieu. Pour une raison simple, c'est que j'avais un de mes prédécesseurs, et on lui avait accepté la déconstruction d'une partie de ce quartier, mais par contre, il devait reconstruire, ce qui n'a pas été fait. Donc quand on a discuté à la rénovation urbaine, on nous a dit non, vous ne comptez pas ce quartier dans la rénovation urbaine. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est une entrée de ville, on va travailler cette rénovation. Et c'est là justement qu'on veut diminuer. Parce que nous, à l'inverse, c'est une grande discussion avec certains élus. D'ailleurs, j'en voyais une tout à l'heure qui est élue de Paris, qui est une amie, mais dans lequel on parle de lieux d'intensité ou de lieux de densité. Moi, je dis de densité et on pense des lieux d'intensité verticaux. Nous, à l'inverse, on veut plutôt des lieux d'intensité plutôt horizontaux que des lieux verticaux, surtout dans des villes comme nous. On a suffisamment de foncier pour mettre de l'habitat plus bas. Deuxièmement aussi, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a fait sur le quartier. Ouais. Et on va le faire avec les nouveaux quartiers. Le deuxième point aussi, c'est comment on crée des espaces, ce que j'appelle de respiration. Par exemple, pour certains, de dire on crée des jardins familiaux, on dit pourquoi un jardin familial? Vous ne pouvez pas savoir, on a créé plus de 200 jardins familiaux, le lieu de socialisation que cela est. Le lieu de socialisation. Et c'est multiculturel, c'est pas du tout adapté que pour un seul. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous avez 200 mètres carrés de jardin familial, c'est aussi toute une activité du samedi, du dimanche, etc. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons faire. Vous voulez créer aussi un parcours de loisirs, j'ai lu, sur les bords de Seine? Ah bah alors, ça c'est différent. Si vous voulez, aujourd'hui, on était une ville. Si on ne nous avait pas arrêtés, l'autoroute nous aurait arrêtés. Parce qu'on a mis l'autoroute, et bientôt on allait être urbanisé jusqu'à l'autoroute. Ce qu'on a fait, c'est justement, à l'inverse, on a construit une grande butte de terre, un lac, etc., pour ne pas aller construire jusqu'à l'autoroute. Mais par contre, le problème inverse, c'est qu'on progressivement s'éloignait de la Seine, maintenant on revient vers la Seine. Donc le peuple revient vers la Seine, et c'est vrai que quand une ville quitte son fleuve, c'est quelque chose qui ne va pas. Et on revient un peu vers la Seine. Pourquoi? Alors l'avantage aujourd'hui, et c'est dans la discussion que j'ai eue précédemment, c'est que le PPRI nous interdit les constructions. Et comme le PPRI nous interdit les constructions à plus ou moins 200 mètres de la Seine, on a toute une bande, au moins sur 6-7 km, dans lequel on peut en faire un très beau parcours loisir. Et c'est pour ça qu'on veut travailler un parc nautique, parce qu'il y a les bras dits morts de la Seine, dans lequel on a déjà une tradition de l'aviron. Et on veut aussi, comme par exemple la Seine en vélo, la Seine à pied, etc., on veut la travailler. Avant-hier, j'étais avec Voies Navigables de France, qui a laissé, par exemple, des écluses, je dirais, en inactivité. Ils n'en ont plus besoin. Donc aujourd'hui, on veut récupérer ces écluses pour développer un grand parcours du citoyen et de l'environnement. Et aujourd'hui, on a la ville de Paris qui avait des terres agricoles dans lesquelles on a récupéré ces terres agricoles. Deuxièmement, il y a VNF, on va récupérer les écluses. Et l'idée, c'est de faire des stations le long de la Seine. Et par exemple, nous serions la station de l'environnement. Comme par contre, peut-être un peu plus loin, on a Ariane Group, on ferait la station de l'espace. Il faut bien connaître sa ville pour faire ce genre d'aménagement, transformer les écluses par exemple. William Allaire, les écoquartiers comme ça, les villes de demain, c'est ce que un petit peu toutes les villes voudraient faire. Oui, ça n'a pas été explicitement dit, mais c'est un écoquartier.
Oui, alors c'est un écoquartier. Alors selon les écoquartiers, on dit les niveaux 4, niveau 5, etc. C'est très compliqué. On pourrait l'expliquer, mais... Oui, mais c'est un écoquartier qui bénéficie du label officiel de l'État, parce qu'il y a voilà, des écoquartiers voilà. autoproclamés. Alors c'est vraiment un écoquartier dans lequel, bien évidemment, on a respecté... Alors, c'est contraignant l'écoquartier, parce que ça oblige aussi, je dirais, une stratégie et bien évidemment des contraintes qu'on se doit d'accepter, qui peuvent être aussi des avantages. Et donc on a développé par rapport à l'énergie, par rapport à l'eau, par rapport à la nature. Par rapport au risque, on le disait tout à l'heure aussi. Par rapport au risque. Tout à l'heure, j'entendais votre collègue parler pour les autres peuples. C'est vrai que quand on est dans une ville, il y a le peuple des humains, mais il y a d'autres peuples. Par exemple, moi j'ai des forêts, une forêt qui appartenait avant la ville de Paris, maintenant nous appartient, parce que la ville de Paris possédait beaucoup de choses avant. Elle possédait des champs captants, elle possédait les terres agricoles, elle possédait des bois, elle possédait des champs pour répandre éventuellement. Maintenant, on récupère tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je dis les autres peuples, on a une forêt, on a des sangliers, on a des... Et ça doit être pris en compte. Et c'est à un moment donné, il faut les... Alors c'est pas qu'il faille les respecter, parce qu'à un moment donné aussi, ils posent problème. Quand ils vous détruisent un terrain de football, on se pose des questions. Oui. Mais c'est toute une démarche dans laquelle on veut faire une évolution par rapport à une qualité de vie. Et c'est vous qui volontairement y êtes allé dans cette démarche, et pas l'État qui... Vous étiez précurseur, hein. On va y aller très vite parce qu'après c'est si le journal de Loïc qui nous attend. C'est vrai que dans mon équipe municipale, j'avais un ou deux vrais écologistes. Quand je dis un ou deux vrais écologistes qui ne sont pas éventuellement que des écologistes de politique. Et dans lequel ils nous ont poussé très loin sur les sujets des nous, sur les sujets de faire réapparaître l'eau, sur les sujets par exemple des jardins familiaux. Par exemple les jardins familiaux, tout est avec naturel, hein, l'eau, etc. Ça s'improvise pas, hein, l'écologie. On a travaillé sur un office du développement durable, on travaille avec les enfants dès l'âge de 3 ans. Sur l'eau, l'usage de l'eau, sur la facture d'eau. Il peut y avoir carton rouge si vous ne respectez pas l'eau que vous devriez consommer, sur le poussoir. C'est une éducation, effectivement. C'est une éducation. Une éducation à faire. C'est une éducation. Et quand on parle éco-quartier, c'est aussi l'éco-personne qui est... Merci beaucoup. Merci François Garret de nous avoir fait partager votre expérience maire des Mureaux dans les Yvelines. Merci beaucoup d'être venu sur cette antenne.